C'était à l'automne 2018. La Drôme inondait ses alentours. Et voici des images du printemps 2023. La sécheresse est là et chacun en a bien pris conscience. C'est particulièrement le cas à la Baume-Cornillane, dans la Drôme, au pied du Vercors, où Thierry Pion et sa fille Camille doivent bien nourrir leurs chèvres, mais sont en même temps parfaitement conscients que leur maïs est très gourmand en eau. Hélas, l'équation est difficile à résoudre. Là, c'est l'arrivée de l'eau d'irrigation. Donc il y a deux vannes parce que il y en a une qui nous appartient à nous et l'autre c'est celle du paysan voisin qui a le champ juste en dessous. Donc là on a la vanne d'arrivée générale, là notre vanne à nous, la vanne du paysan voisin et là on a un compteur. Donc au début de la saison on relève les numéros, à la fin aussi, et ça nous permet de savoir quelle quantité d'eau on a passé. Le maïs, on en fait pour nos chèvres, puisqu'on a un élevage de 200 chèvres laitières. Et au niveau de production où on est aujourd'hui, c'est-à-dire autour de 1000 kg de lait par an, pour l'instant on n'a pas su faire autrement qu'avec le maïs. Pourquoi? Parce que le maïs par rapport au triticale, au blé ou à l'orge, c'est un amidon qui est beaucoup plus lent, qui se dégrade moins vite. La chèvre c'est un ruminant, donc elle a des bactéries dans son estomac. Et le blé par exemple il va se dégrader en 1 heure dans son estomac alors que le maïs se dégrade en 6 heures. Et du coup pour l'alimentation de la chèvre c'est mieux parce que ça lui évite des problèmes d'acidose notamment. Le maïs par rapport à un blé et au quintal produit il ne consomme pas plus d'eau. La différence c'est qu'il a un potentiel de rendement qui est élevé, qui est de l'ordre de 80-100 quintaux voire plus. Et on ne peut pas lui faire 30 quintaux. Donc il faut qu'il ait de l'eau pour faire ses 80 ou ses 100 quintaux. Donc effectivement, il faut plus d'eau que, par exemple, qu'un petit épeautre qui va faire 30 ou 35 quintaux. L'autre problématique, c'est qu'il lui faut de l'eau, du coup, sur des mois qui sont juillet-août et qui sont des mois secs, alors que la céréale à paille, le petit épeautre par exemple, lui il est récolté, donc l'eau il l'utilise plutôt début juin ou mois de mai. Après, il faut avoir la surface pour compenser, c'est-à-dire que si vous avez 1 hectare de maïs, il vous faut 3 hectares de petit épeautre pour faire le même rendement. Il y a une autre façon de voir les choses aussi. Il est vrai que nos parents ou nos grands-parents avaient des chèvres à 600 kg qui produisaient 600 kg de lait par an. À ce niveau-là de production, on n'a pas besoin de compenser avec du maïs ou des choses comme ça. Mais après, ça, c'est plus un choix de société aussi, et savoir le consommateur à quel prix il est prêt à payer le produit fini. Aujourd'hui, à 600 kg par an, nous, on s'en sort pas. On va regarder celle-là. Ouais. Allez. Il est encore, tu vois, comme il est quand tu perces dedans, là, encore. Il y a encore du lait dedans, quand même, malgré tout. Ah oui, il est pâteux. Ouais, c'est vrai. Je pense que malheureusement, comme il ne va pas pleuvoir en fin de semaine, je pense qu'il faut qu'on fasse encore un tour d'eau. Le maïs, à l'origine, c'est une plante tropicale. Donc il y en a qui ont des croissances plus rapides que d'autres. Et puis ça dépend de la date de semis aussi. Nous, en bio, on sème tard à cause des mauvaises herbes. On sème début mai. Et donc là, s'ils avaient annoncé des orages et une baisse des températures, surtout en fin de semaine, on allait arrêter. Mais là, je pense qu'il faut qu'on fasse encore un tour d'eau d'ici 5-6 jours, puisqu'on arrose toutes les semaines, en gros. Donc c'est un réseau d'irrigation. Et le réseau, il a été conçu il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Et il n'est pas fait pour que tout le monde arrose en même temps. C'est-à-dire que si tout le monde arrose la nuit, le réseau ne tient pas. C'est comme si tout le monde utilise toute l'électricité à une certaine période de la journée, le réseau électrique il va déclencher.
Et nous, dans l'agriculture, il faut qu'on jungle avec plusieurs choses, avec le stade de nos cultures. Par exemple, des jours comme ces jours-ci où il fait très chaud, 40 degrés, on est obligé d'arroser plus souvent. Il y a aussi un problème de disponibilité de l'enrouleur. S'il est sur une parcelle, il ne peut pas être sur deux parcelles à la fois. Il y a des fois des restrictions par l'administration où des jours on ne peut pas arroser par rapport pour l'économie d'eau. Et après, donc il faut faire avec. On essaye d'arroser plutôt la nuit et quand il n'y a pas de vent, mais il arrive qu'on soit obligé d'arroser quand il y a du vent et la journée, parce que malheureusement, s'il y a 10 jours de Mistral, voilà. On a vu à partir des années 80 les drains qui coulaient plus, qui coulaient moins, les sources qui ont tari. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'été, il y a plus d'évaporation, donc la végétation et les arbres pompent plus d'eau, il y a plus d'évaporation. Et l'hiver, il n'y a pas pour autant les sources qui se remplissent. Pourquoi? Parce que le Vercors, avant, il avait de la neige qui tenait de début décembre jusqu'à Pâques. Aujourd'hui, quand on discute avec nos collègues, eh bien, la neige elle tombe pour Noël. 3 jours après, il a plu, elle a fondu. Et la neige, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui descend doucement. Nous, dans les sources, quand j'étais gamin, le niveau de débit le plus élevé des sources, il était vers le 20 juin. Ça correspondait avec 3 ou 4 semaines de décalage et la fonte des neiges. Aujourd'hui, au printemps, il n'y a pas de neige, donc l'eau, elle est déjà partie il y a bien longtemps. Donc c'est des facteurs qui se cumulent et qui font que nous, on a en gros un tiers de nos parcelles qui sont drainées. Aujourd'hui, on a 15% des drains qui coulent l'hiver et 5% l'été. Il y a 30 ans, on avait 100% des drains qui coulaient l'hiver et 40-50% des drains qui coulaient l'été. Voilà. Est-ce que vous avez peur? Peur, non, parce que je suis optimiste. Mais il est bien certain que, autant pour le monde agricole, mais aussi pour les particuliers, malheureusement, l'eau, c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi une histoire de disponibilité. Donc il faudra faire avec l'eau qu'on aura. Et il est bien certain que demain, on n'aura pas la même quantité d'eau qu'on a aujourd'hui ou qu'on avait hier. Ça impliquera de changer des pratiques dans le monde agricole, ce qui est déjà un peu en cours, mais aussi, et c'est un autre débat, mais pour le particulier aussi. Et là, en fait, c'est notre machine. C'est pas ça, normalement. C'est notre machine qui est en panne. Donc là, c'est très artisanal. Normalement, l'automate, il passe tout seul à des heures, à certaines heures en fait, dans le bâtiment et il distribue tout seul le grain, enfin, le maïs, l'avoine et l'aliment. On va au fond là? Ouais, je vais au fond, ouais, fais-le. Alors là, c'est quoi le projet? Alors, le projet, c'est de tester l'agroforesterie. Donc l'agroforesterie, c'est le fait de mettre dans une parcelle des arbres et d'y cultiver quelque chose dessous, d'y faire pâturer des animaux. Donc nous, on a choisi de faire de l'agroforesterie interparcellaire, c'est-à-dire qu'on implante des lignes d'arbres tous les à peu près 30 mètres pour pouvoir cultiver entre les deux lignées. Et comme ça, les arbres qu'il y a de chaque côté vont nous apporter de l'ombre et
des qualités pour le sol. Enfin, les feuilles vont se décomposer à l'automne, elles vont tomber dans le champ, elles vont se décomposer, donc ça va faire de l'humus. Et le fait qu'il y ait des arbres, bon, pour l'instant ils sont petits, mais à terme ils vont être plus hauts, donc ça va faire de l'ombre et ça va créer un espèce de microclimat. Et donc la culture souffrira moins de la sécheresse. Le but c'est ça. Un microclimat, il en faut beaucoup quand même, non? Pour arriver à changer un petit peu le climat alentour. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que là, on commence à petite échelle. Donc on a seulement planté une vingtaine d'arbres. Le but étant d'aller jusqu'au fond de la parcelle avec d'autres arbres. Là, pour l'instant, on a choisi de prendre... Enfin, on teste un peu les essences d'arbres différentes. Donc on a des figuiers, on a des jujubiers. On a fait aussi des tests de pommiers. Voilà. Après, le but... il faut quand même que les arbres soient grands pour que leur port végétal soit important et aille sur la culture aussi. Là, par exemple, on peut attendre, à ton avis, 2-3 ans? Au moins bien 3 ans, ouais. Ouais, pour voir un effet sur la culture, quoi. S'il y a une sécheresse qui est problématique pour le maïs, mettons, après tout pour les arbres, ça peut être la même chose, non? Oui, exactement. Alors là, il va être important quand même d'arroser les arbres les 2-3 premières années parce que c'est le temps qu'ils s'enracinent. Donc le projet c'est de mettre une ligne d'arrosage en hauteur et en fait il existe comme pour les noyers des petits... c'est un espèce de goutte à goutte mais en hauteur, sur un fil. Il n'y a pas que la consommation en eau des plantes cultivées qui soit aujourd'hui discutée, il y a aussi, comme le montre cette archive, l'important usage du remembrement des terres qui fut très pratiqué des années 60 aux années 80. Ça c'est l'un de vos champs uniquement, enfin, de fourrage. Au total vous avez combien? Eh bien j'ai 50 hectares. 50 hectares oui. Au total? Oui, j'ai acheté récemment 15 hectares. La mécanisation de l'agriculture n'est pas arrivée par hasard. Après les privations de la guerre, le gouvernement confie aux agriculteurs une tâche nationale. Il faut produire plus pour assurer l'indépendance alimentaire du pays. Et pour produire plus, il faut réorganiser les terres. Enfin, si vous vouliez en acheter 15 autres, que feriez-vous? Oh bien écoutez, je ne suis pas prêt à en racheter 15 autres comme ça tout de suite, vous savez. C'est une question d'argent seulement? Ah oui, certainement, oui. 50 morceaux d'un hectare ou avez-vous des gros morceaux? Écoutez, je vais vous le montrer, ils sont assez bien répartis. Vous voyez ici, j'ai une pièce de 19 hectares. Oui. C'est ma plus grande pièce. Et après ça, ma foi, en face, là, vous voyez, j'ai 6 hectares. Oui, ils sont quand même des gros morceaux. Hein. Oui, c'est bien groupé. Il y a quelques tout petits morceaux, un peu moins d'un hectare comme celui-ci, mais la plupart, 20, 19, 5, 6... Oui, c'est-à-dire que le remembrement est fait. Le remembrement est fait ici? C'est ça même. Il s'est fait facilement? Oui, enfin... Enfin, maintenant, il est fait. Il est fait, oui. C'est l'essentiel. Avec la mécanisation, chaque paysan doit regrouper ses parcelles, souvent très éloignées les unes des autres en les échangeant avec ses voisins. C'est le remembrement des terres, une opération sans précédent depuis les grands défrichements du Moyen-Âge. À Chabriant, toujours dans la Drôme, vit un géographe, Alain Morel, qui est familier à la fois de la question de la sécheresse, parce qu'il a longuement travaillé en Afrique, qu'il a passionnément aimé, et parce que son avis a été sollicité sur l'opportunité de certains remembrements en France. Alors, ce qui était amusant, si vous voulez, c'est que on n'a jamais fait ensemble la traversée du Sahara, mais on l'a tous faite à des moments différents. Moi, j'ai fait personnellement 7 fois la traversée du Sahara par voie terrestre. Évidemment, passionnant, hein, parce que chaque fois, on ne faisait pas toujours le même itinéraire. Il y avait des étapes obligatoires, bien sûr. Et puis surtout, il fallait faire attention. Souvent, on ne partait pas un seul véhicule, mais au moins 2, sinon 3 véhicules. J'ai fait 16 missions sur en moyenne, chaque fois 1 mois et demi, 2 mois.
Donc j'ai calculé que j'ai dû passer au total, si j'ajoute tous ces mois, 3 ans au moins dans ce massif de l'Aïr. Je pense que traditionnellement les anciens ont tendance à respecter leur milieu, ce qui n'est pas certain pour les plus jeunes. Donc les plus jeunes, je pense, y compris les jeunes paysans, n'hésitent pas à agrandir leurs champs, n'hésitent pas peut-être à tomber un bois qui peut les gêner par rapport au rendement nécessaire. Alors j'imagine que vous avez une position par rapport au remembrement, parce que c'est de l'illustration de ce que vous êtes en train de dire. Effectivement, à un moment, je faisais partie d'une équipe qui travaillait sur les problèmes de remembrement, avec une des secrétaires de la revue de géographie alpine, d'ailleurs, qui était très impliquée elle aussi. Et bon, on est parfois intervenu pour modifier des remembrements qui étaient envisagés et qui nous paraissaient complètement déments. Du point de vue de la nature, du point de vue de la nature, du point de vue de la nature, parce que enlever la végétation qu'on se proposait de couper, de supprimer, ça voulait dire aller droit vers les ravinements, vers l'érosion des sols, et ça nous paraissait donc à interdire absolument. Et vous avez gagné ou vous n'avez pas gagné? Alors, parfois oui, mais parfois non. J'avoue que la raison n'était pas toujours respectée. Il faut faire avec ce qui a été fait, en évitant d'agrandir les problèmes, d'aggraver les problèmes.